L'approche qui va être la mienne sera une perspective écoféministe sur la question de la décroissance. Peut-être petite précision pour situer d'où je parle. Je ne me définis pas moi-même comme écoféministe. J'ai écrit noir sur blanc dans mon livre que je ne l'étais pas, pourtant tout le monde continue à m'étiqueter philosophe écoféministe, mais c'est un mouvement et un ensemble de théories, de transformations avec lesquelles j'ai évidemment beaucoup d'affinités éthiques, politiques, etc., mais avec lequel je ne m'interdis pas d'avoir une distance critique et des questionnements. Donc là, la perspective que je vais vous présenter, ce n'est pas mon avis ou mon point de vue personnel, c'est des théories de différentes philosophes ou sociologues écoféministes, revendiqués écoféministes, qui à mon avis donnent des outils très très intéressants, mais avec lesquels je ne vous demande absolument pas d'être d'accord. Voilà, je suis philosophe avant tout, donc le questionnement et l'esprit critique face aux idées me paraît essentiel. Juste en quelques mots, l'écoféminisme, si c'est quelque chose qui ne vous est pas familier, c'est un mouvement qui est né dans les années 70. Donc souvent on attribue la maternité du terme écoféminisme à Françoise d'Aubonne, qui était à la fois une militante féministe et une des premières personnes à s'intéresser, à écrire sur l'écologie en France. Et donc ce mot, il apparaît pour la première fois dans un ouvrage de 74 qui s'appelle Le féminisme ou la mort, ouvrage de Françoise d'Aubonne. Mais finalement, c'est pas vraiment en France que le mouvement va prendre son essor, mais plutôt dans les pays anglo-saxons, donc aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et dans d'autres pays, en Inde, en Australie, voilà, dans différents contextes. Là, j'ai pas le temps de faire un panorama, mais pour le dire vite, ça a toujours été à la fois un mouvement d'action et d'idées. Donc, il y a tout, du point de vue des idées, il y a tout un corpus écoféministe qui est encore peu connu en France. Voilà, qui est lu surtout par des femmes, il me semble, mais qui est très intéressant, donc de sociologues, d'économistes, d'historiennes, de philosophes, de théologiennes, de psychologues, qui renouvellent plein de disciplines des sciences humaines avec ce prisme qui articule écologie et féminisme. Donc ça, c'est pour le côté courant d'idées. Et ça a toujours été en lien et en dialogue avec des luttes, des mobilisations de terrain autour de divers enjeux locaux. Ça peut aller de la lutte contre une centrale nucléaire, la déforestation, un projet de barrage, l'extractivisme minier. Voilà, selon les contextes, ça varie. Mais le point commun, c'est que ce sont des luttes qui vont toujours articuler des enjeux environnementaux avec des enjeux d'émancipation des femmes ou de redéfinition plus juste des rôles de genre. Et ça s'inscrit aussi dans toutes sortes de pratiques d'expérimentation de modes de vie alternatifs ou de manière de renouveler ses relations aux autres, ses relations à l'environnement. Voilà. Donc c'est d'une grande diversité. Mais voilà, je voulais situer ça parce que comme c'est un mot qu'on entend assez... qui se médiatise en tout cas depuis peu de temps en France, parfois on a l'impression que c'est une espèce de gadget à la mode qui vient de sortir ou de concept abstrait hyper théorique, et ça me paraît important de le resituer dans une histoire qui est déjà longue d'une 50aine d'années, qui est, voilà, pour un panorama de cette histoire, par exemple dans le livre de Ariel Saleh pour une politique écoféministe qui est dans la librairie, son chapitre 2 retrace un panorama de beaucoup de luttes et de collectifs écoféministes, et on s'aperçoit à quel point c'est une histoire extrêmement riche et pas du tout transmise dans les cours d'histoire. Voilà. Donc, ce que je voudrais expliquer ici, c'est pourquoi, pour l'écoféminisme, l'écologie... Enfin, il y a deux aspects. Ce que montrent les écoféministes, c'est que l'écologie est un enjeu féministe. Donc, en s'intéressant aux injustices environnementales de genre, en montrant que les dégradations de l'environnement ne touchent pas toutes les catégories sociales de la même façon, et notamment pas les hommes et les femmes de la même façon, elles parviennent à montrer que l'écologie est un enjeu féministe, dont les féministes devraient s'emparer. Et réciproquement, et c'est plutôt ça que je vais développer ici, elles montrent que le féminisme est un enjeu écologiste. Que la redéfinition des rapports de genre vers des rapports différents, plus justes, une répartition différente des activités, du travail, etc., est un enjeu important et peut-être une clé de voûte d'une transformation de nos modes de vie vers des modes de vie plus écologistes.
Donc je vais partir d'une citation de Rosemary Radford Ruether, qui est une théologienne écoféministe, qui écrit en 1975 dans New Woman, New Earth, qui est un livre qui n'a pas été traduit en français. Donc je lis. Elle affirme ça. C'est le mode de vie des hommes, davantage que celui des femmes, qui doit connaître les plus profondes transformations. Les hommes doivent surmonter l'illusion individualiste d'autonomie qui a pour corrélat un pouvoir exercé sur les autres, à commencer par les femmes avec lesquelles ils sont en rapport. En tant qu'amants, parents et collaborateurs, il faut qu'ils entrent avec les femmes dans des relations essentielles au maintien de la vie, la production de nourriture, les vêtements, le nettoyage, le soin aux enfants depuis la naissance, la cuisine, la gestion des déchets. C'est seulement quand les hommes seront pleinement intégrés à la culture des tâches quotidiennes de subsistance qu'hommes et femmes pourront commencer à remodeler ensemble la vie économique, sociale et politique. Donc cette citation, je la trouve intéressante à plusieurs égards. Déjà, quelque chose qui est frappant, c'est que ça inverse ou ça renouvelle foncièrement ce à quoi on associe souvent le féminisme. C'est-à-dire souvent on va s'imaginer que l'objectif du féminisme c'est d'aligner le mode de vie des femmes, leurs droits, leurs salaires, leurs activités sur les hommes. Par exemple, on est toujours super fiers de parler d'équipes de foot féminines, etc. Et en fait, dans la logique écoféministe, il y a souvent une inversion de ce point de vue, en disant finalement, ce qui est le plus problématique, le plus aliénant, le plus dévastateur, c'est le mode de vie des hommes. Et finalement, comme elle le dit, il ne s'agit pas tant de mettre en œuvre des politiques pour que les femmes rattrapent les hommes. Elles ont la même logique d'ailleurs dans les questions altermondialistes, avec toujours cette critique de l'idée de stratégie de rattrapage de ceux qui seraient en bas de la pyramide, donc femmes, pays du tiers-monde, comme on disait dans les années 70. Voilà, elles sont contre cette logique de rattrapage et cherchent toujours à voir les choses de l'autre point de vue. Donc ici, avec l'idée de rattrapage des hommes par rapport aux femmes qui seraient finalement en avant-garde sur le type de vie qui est compatible avec une société écologiste. Donc je vais développer de façon très très originale pour une prof de philo 3 points. Donc d'abord, pourquoi pour les écoféministes la question du travail reproductif et de son partage équitable est une des clés pour la décroissance. Dans un deuxième temps, pourquoi le travail reproductif et les travailleurs et travailleuses reproductives peuvent être considérés comme un modèle ou une avant-garde politique. Et enfin, quels sont les obstacles, quels sont les blocages pour ce type de transformation. Voilà, donc j'imagine qu'on ne voit pas tous les détails de loin. C'est une planche du roman graphique Resisters, donc, que j'ai fait avec Aurore Chapon, où on s'est inspiré d'une image qui illustre un livre de Maria Mies. Maria Mies, c'est une sociologue écoféministe allemande qui a coécrit avec Vandana Shiva, donc philosophe et militante écoféministe indienne, un livre qui s'appelle tout simplement Écoféminisme, et qui a coécrit avec Veronica Benold-Thomsen La perspective de subsistance, donc un autre classique de l'écoféminisme. Ces 2 bouquins sont traduits en français, et il y en a un autre qui s'appelle Patriarchy and Accumulation on a World Scale, qui date de 86, et dans lequel elle pose les bases vraiment de son analyse de la société et de l'économie capitaliste, avec son angle écoféministe. Donc il y a une image qui illustre ça, et avec Aurore, la dessinatrice avec qui je travaille, on a repris cette image en la faisant en couleur, en 3D, etc. C'est sur ça que je vais m'appuyer pour cette première partie. Donc, dans l'analyse de Maria Mies, qui est reprise par d'autres écoféministes, ce qui est central, donc Maria Mies, elle vient à la fois du féminisme radical, du féminisme matérialiste et du marxisme. C'est ces outils théoriques pour penser le monde social. Et ce qu'elle dit, c'est que, donc, en fait, cette pyramide est aussi un iceberg. La sorte de ligne bleue, on va dire, c'est le niveau de la mer. Donc il y a une partie émergée, une partie immergée. Ce que dit Maria Mies, c'est que dans l'analyse marxiste ou marxienne du capitalisme,
Marx et Engels ont vu juste le haut de la pyramide, c'est-à-dire le capitalisme, c'est l'exploitation du travail salarié par le capital. Donc ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc là, on se situe dans la sphère productive et on analyse le capitalisme comme un fonctionnement de l'économie productive. Ce que va dire Mariamis, c'est que c'est pas faux, mais que c'est très partiel et que c'est aveugle à beaucoup d'autres formes d'exploitation, qu'elle appelle des formes de surexploitation ou de superexploitation, qui sont cachées, qui sont invisibilisées à la fois dans les théories économiques libérales et marxistes, et à la fois dans les politiques publiques, dans toutes les politiques publiques économiques. Donc si elle appelle ça surexploitation ou superexploitation, c'est qu'il s'agit de l'exploitation de formes de travail qui sont généralement très peu, donc sans contrat de travail, déjà, informel, souvent peu rémunéré, voire pas rémunéré, du travail gratuit, et même souvent, même pas considéré comme du travail, mais comme une fonction naturelle. Et donc il y a plusieurs étages, et tout ce qu'on appelle le travail. Alors voilà, je sais pas, il y a des sortes d'intermittences, se situe sous le niveau de la mer. Mais dans l'analyse écoféministe, c'est crucial pour comprendre comment fonctionne la pyramide du capitalisme prise dans son ensemble. Donc, dans l'analyse ordinaire du capitalisme, on se concentre, comme je l'ai dit, sur la production et on considère que le travail reproductif, donc on va appeler les tâches domestiques, le soin aux enfants, le soin aux vieux, aux malades, l'éducation, etc. Souvent, on ne va pas utiliser vraiment le terme travail et on va s'imaginer qu'en fait, ça n'appartient pas au capitalisme, mais ça relève de la sphère privée. C'est dans la sphère domestique, dans la sphère privée, il se trouve qu'on fait de la cuisine, on s'occupe des enfants, mais ça serait à part. Or, le geste de Mariamis, c'est de réintégrer ce travail-là dans l'analyse du capitalisme et de dire, en fait, ce travail-là, de faire le ménage, faire la cuisine, s'occuper des enfants, faire les devoirs, torcher les fesses, etc., ça fait partie du capitalisme, ça fait partie de la société capitaliste, mais on ne peut pas l'exclure et considérer que c'est à part. Ça serait une division illusoire. Donc l'idée, c'est que c'est une condition de possibilité invisibilisée du capitalisme. Tout ce travail qui permet la reproduction de la force de travail, la reproduction des corps, la reproduction de la vie, c'est-à-dire la reproduction de notre existence d'êtres vivants, d'organismes vivants. Mariamis et Silvia Federici, dans Caliban et la sorcière, vont étudier la façon dont ce travail reproductif a été assigné aux femmes, particulièrement au moment de la transition au capitalisme. C'est-à-dire que ce n'est pas de toute éternité les femmes qui se seraient occupées de ce travail-là, comme parfois, moi je vois avec mes élèves au lycée, ils ont beaucoup le cliché de la préhistoire avec la femme dans la caverne qui s'occupe des enfants et qui passe son petit balai en brindille pendant que l'homme est dehors et chasse. En fait, on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout une division du travail anhistorique, mais que c'est historique. Donc ce qu'explique Mariamis, Silvia Federici, c'est qu'en fait c'est vraiment au XVIe, XVIIe siècle, au moment de la transition au capitalisme, qu'il y a une division sexuelle du travail assignant le travail reproductif aux femmes. Et donc elle s'appuie pour montrer ça sur les transformations des lois en Europe à cette époque-là. Par exemple, le fait qu'à cette époque-là, donc au XVIe, XVIIe, dans les législations européennes, beaucoup de métiers qui jusque-là étaient autorisés aux femmes se mettent à leur être interdits. Ou encore qu'il y a des lois qui criminalisent les pratiques abortives, les pratiques contraceptives, donc de manière à assigner les femmes au foyer et à leur reproduction, à leur statut de reproductrice. Donc c'est historiquement en rapport avec l'émergence du capitalisme. Et encore aujourd'hui, c'est la condition de possibilité de l'exploitation capitaliste. Donc ce qu'elles expliquent aussi, c'est que par exemple, si vous pensez à Germinal, etc., ou au capitalisme du 19e siècle, pour que l'homme de sexe masculin puisse être exploité 12 heures ou 14 heures par jour, ça veut dire qu'il faut bien qu'à la maison, quelqu'un s'occupe
du ménage, du foyer, de la cuisine, des enfants, etc. Alors tout à l'heure, Michel Lepezan parlait du syndrome de Pénélope. Moi, je pense que c'est pas Pénélope qui lave les slips de François, mais que c'est une femme de ménage. Statistiquement, il est très probable qu'elle soit racisée, en tout cas d'une classe sociale inférieure à Pénélope. Donc il y a toute cette chaîne d'un travail qui est inéliminable. On a des corps qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'être nettoyés, des maisons qui, la poussière s'accumule, etc. Donc c'est un travail de toute façon incompressible et il faut bien que quelqu'un le fasse. On peut pas, et donc quand on ne le pense pas, en fait, dans une théorie qui se prétend émancipatrice, ça veut juste dire qu'on le refourgue à d'autres catégories sociales inférieures. Et donc cette surexploitation des hommes 14 heures par jour, qui est rendue possible par la surexploitation de femmes ou de personnes dominées, et aussi ce qui permet la surexploitation des ressources. Si on travaille 14 heures par jour dans une mine, bah forcément on va exploiter beaucoup plus que si on travaille que 4 heures par jour, par exemple. Donc tout ça est en lien. Or, ce travail-là, donc comme on le sait, il est encore aujourd'hui très très majoritairement féminin. Les métiers du care, ils sont à 97% féminins. Le travail domestique, à peu près à 80% effectué par les femmes. Et donc ce travail, cette surexploitation du travail féminin est une condition cachée du capitalisme écocide. C'est pourquoi agir dessus est une clé du dépassement du capitalisme. Donc si on imagine une meilleure répartition du travail reproductif, ça voudrait dire que pour que les hommes puissent faire plus de travail reproductif, ils ne pourraient pas faire autant de travail productif. Ils ne pourraient pas travailler autant dans des entreprises, etc. Donc il y aurait une sorte de transformation et de réhabilitation, de réinvestissement du rôle de père. La question de la paternité, c'est quelque chose de très important dans la pensée écoféministe, de leur rôle de compagnon, de leur rôle de fils aussi, de fils de parents âgés par exemple, dont il faut s'occuper. Et donc une restructuration profonde de la société. Voilà, donc je passe au deuxième point en m'appuyant là plutôt sur Ariel Saleh, que j'ai évoqué tout à l'heure, donc qui est une philosophe et sociologue écoféministe australienne, autrice notamment de Pour une politique écoféministe. Donc Ariel Saleh, en se demandant comment passer à une société écologiste, décroissante, se demande, donc c'est un livre qui date du début des années 90 et qui a une formulation des problèmes qui peut à certains égards être un peu datée, mais elle se demande qui est le sujet révolutionnaire. Donc voilà, question typique marxiste, c'est aussi sa formation théorique, qui pourrait effectuer cette transition. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, le sujet révolutionnaire qui pourrait faire une transformation sociale vers une société écologiste n'est évidemment pas les personnes qui bénéficient du fonctionnement actuel du système, et peut-être pas non plus ceux pour qui ça ferait un énorme changement. Puisqu'il y a des intérêts à la fois économiques mais aussi affectifs, psychiques, au maintien du connu, qui sont souvent supérieurs au désir de changement. Donc finalement, le sujet révolutionnaire le plus probable, c'est celles et ceux qui, d'une certaine façon, vivent déjà de façon décroissante. On les voit parfois comme en retard, mais en fait, elle dit ils sont à l'avant-garde. C'est vraiment la pointe avancée de la transition écologique. Et donc, c'est un ensemble qu'elle appelle la classe méta-industrielle. Alors, c'est une catégorie avec laquelle moi-même j'ai des réserves, donc je trouve intéressante, mais qui a un découpage un regroupement un peu bizarre. Ce qu'elle appelle la classe méta-industrielle, elle regroupe les peuples autochtones, les paysans et paysannes, et elle dit la plupart des femmes. Donc ça serait ce groupe composé de la plupart des femmes, les peuples autochtones, les paysans et paysannes. Et quand elle dit la plupart des femmes, elle en exclut celles qu'elle nomme les fémocrates, qui sont les femmes privilégiées qui finalement peuvent, par leur pouvoir économique et leur fonction professionnelle, elles-mêmes se payer des nounous, des femmes de ménage, etc. et donc échapper dans une certaine mesure à la condition féminine. Puisque pour donner quelques rappels factuels sur la condition féminine, aujourd'hui en France, donc il y a à la fois des inégalités, juste pour me concentrer sur cette question du travail, il y a 30% des femmes qui travaillent à temps partiel, contre 7% des hommes. Le travail à temps partiel, il est à 80% féminin.
Le travail du care, comme j'ai dit tout à l'heure, à 97% féminin. Si on prend le niveau de la retraite, la retraite moyenne d'une femme, c'est 1 100 € par mois et d'un homme, c'est 1 900 € par mois, ce qui évidemment reproduit des inégalités salariales pendant toute la vie professionnelle. Ce qui veut dire concrètement que si on prend la condition sociale des femmes, elles travaillent déjà moins. En fait, elles cochent un certain nombre de cases de ce qu'on pourrait souhaiter pour une société décroissante. Elles travaillent moins, elles produisent moins, elles ont un moins gros pouvoir d'achat, donc elles consomment moins, elles possèdent moins. Il y a moins de... Si on est contre la propriété privée, par exemple, à l'échelle mondiale, les femmes ne possèdent que 2% des terres. D'un certain côté, alors, dans le fonctionnement actuel du système, c'est vraiment un problème. Mais dans un renversement vers des idéaux d'abolition de la propriété privée, on peut dire en fait elles sont vraiment à la pointe. Donc ce qui fait que ce qui est un problème dans le système actuel est finalement, du point de vue derrière Saleh, une position privilégiée et une force pour incarner ce que serait une société écologique. Donc elle voit dans la plupart des femmes un levier, un potentiel révolutionnaire vers une transition. Avant-dernier petit point, cette manière de voir les choses implique que dans les années 70 et 80, les écoféministes se sont souvent vraiment démarqués du féminisme dominant au sujet justement de l'abolition du travail, du fait d'échapper au travail reproductif. Souvent, beaucoup de féministes ont considéré qu'il fallait émanciper les femmes ou que les femmes s'émancipent du travail reproductif. Il y a une pub pour Moulinex des années 50 qui est vraiment géniale avec une femme comme ça hyper heureuse et marquée Moulinex libère la femme. Et donc voilà, il y a un peu cette idée-là dans le féminisme dominant des années 70-80 qu'il faut que les femmes, grâce à la technologie, échappent au travail reproductif. En fait, les écoféministes, elles n'ont pas cette vision-là. Au contraire, à la même époque, elles ont critiqué l'industrialisation du travail reproductif et la mondialisation du travail reproductif, en disant ok, peut-être qu'en fait les bourgeoises vont réussir à avoir échappé au travail reproductif parce que finalement c'est des ouvrières au Bangladesh qui vont faire la couture pour leurs vêtements. Finalement c'est une nounou racisée et sous-payée qui va s'occuper de leurs enfants. Mais en fait le problème n'est pas résolu. Donc elles n'ont pas du tout vu l'émancipation des femmes comme échapper au travail reproductif, puisqu'elles voient qu'en fait c'est une illusion, on le refourgue juste à d'autres personnes. En même temps, elles ne veulent pas non plus reassigner les femmes au travail reproductif. Donc elles veulent quoi ? Qu'ils soient partagés. En fait, il n'y a pas que Moulinex qui peuvent libérer les femmes, il y a aussi les hommes qui peuvent libérer les femmes de la cuisine. Voilà, ils sont aussi efficaces que des robots ou des aspirateurs ou des lave-vaisselle, etc. Donc il y a tout un enjeu de cette question du partage des tâches domestiques, qui est un enjeu féministe évidemment, mais aussi, comme j'ai essayé de le montrer, un enjeu écologiste, et aussi un enjeu anticapitaliste, anti-industriel, puisque voilà, il y a toute l'industrie de l'agroalimentaire. Hier, j'habite pas à Paris, moi j'habite à Marseille, mais hier j'étais dans le métro à Paris, et j'ai vu qu'il y a plein de pubs pour une sorte de service de livraison à domicile de plats tout préparés tous les jours, et il y a marqué « Pourquoi ? La flemme ». Et on voit un bras qui est clairement un bras d'homme, avec des poils, qui attrapent des plats cuisinés. Donc dans l'idée écoféministe, non, en fait, il ne faut pas refourguer à l'industrie ce qu'on a la flemme de faire. Il faut le partager. Et c'est aussi un enjeu antiraciste et anticolonialiste, puisque, comme je l'ai indiqué, la division internationale du travail et la division sociale du travail fait que ce sont souvent des personnes, et notamment des femmes, mais pas que, dans des pays du Sud ou bien de catégories racisées qui effectuent ce travail-là. Voilà, si on prend les femmes de ménage dans les entreprises, les nounous, etc., c'est beaucoup de personnes racisées. Dernier petit point qui ouvre aussi l'interrogation, c'est la question des obstacles. Parce que tout ça, moi, sur le plan théorique, je trouve ça très beau et même stimulant intellectuellement de voir les renversements, etc. Et puis voilà, ça ouvre des horizons politiques. Et en même temps, on s'aperçoit que c'est pas exactement ce qui se passe et qu'il y a clairement des résistances et des obstacles
Si on prend l'exemple du congé paternité, donc il y a eu une réforme du congé paternité à l'été 2021, et dans toutes les possibilités qui étaient envisagées, c'est finalement la plus petite réforme, le plus petit changement qui a été adopté. Et il y a eu vraiment une levée de bouclier et des résistances pour l'extension d'un congé paternité digne de ce nom. Donc il semble qu'il y ait des enjeux économiques, politiques, patriarcaux au maintien de cette inégale répartition du travail reproductif et du travail de s'occuper des enfants. Donc je pense que vraiment autour de cette question de comment investir pour de vrai la paternité, il y a quelque chose qui se joue, mais dans lequel il y a des blocages. On voit aussi que dans beaucoup d'écolieux ou d'expériences de vie alternatives, du point de vue de la répartition des tâches domestiques, c'est vraiment pas ça. Qu'il y a un peu automatiquement des réflexes sexistes ou patriarcaux qui se mettent en œuvre. Et donc je terminerai sur une phrase. Donc j'ai passé quelques mois dans l'ONG de Vandana Shiva en Inde, et il y avait une des autres stagiaires qui était avec moi qui avait eu cette expression. Qui a dit « Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut aider maman à faire la vaisselle ». Merci.